Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Donc aujourd'hui, je suis en visio avec Jordan Bernard, coach au Mans, euh, qui nous fait le plaisir de venir parler du thème offensif, de comment monter un collectif offensif. Voilà, donc du coup, j'en profite pour vous dire qu'on est sur YouTube en ce moment, mais également des lives. J'en profite pour vous dire qu'avec Marie-Ève Pagé, mardi, on sera en direct à 18h30 sur Instagram. Voilà. Salut Bernard, Jordan, Salut. et je te laisse te présenter. Je m'appelle Jordan Bernard, j'ai 35 ans. Je suis entraîneur au Mansard Basket, sur le centre de formation. Je suis en responsabilité les U21 et on va dire un petit peu la direction technique du centre de formation. Et je suis aussi assistant sur le groupe professionnel. Voilà, c'est ma cinquième saison au Mans. Et avant ça, j'ai fait 5 ans à peu près sur les mêmes fonctions à la Chorale de Roanne. Voilà, pendant 5 ans. Et avant ça, j'ai entraîné dans des clubs de National 2 comme Moulin-Sainte-Foy et André-Zieux-Boutéon. Voilà, Eh bien super, et je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Alors, tu peux pas de souci. nous raconter un petit peu ton histoire avec le basket, le coaching, et Ouais. comment on se fait une place dans ce métier et comment on y reste surtout. Moi, l'histoire avec le basket, elle débute quand j'ai 4 ans. D'abord, en tant que joueur, voilà, c'était une des seules activités qui était proposée dans mon petit village. Et puis, ça a été le coup de foudre. Voilà, j'ai pris ma première licence à l'âge de 4 5 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 35 et j'ai tout le temps été licencié. Ouais, ça fait 30 ans. Euh, Après, j'ai eu un parcours de joueur sur les niveaux régionaux dans la Ligue du Lyonnais. J'ai jamais été un grand joueur de basket. Euh, et puis, j'ai eu la chance en U15 d'avoir un entraîneur qui m'a donné vraiment la passion de ce sport-là. Et quand je suis passé sur les catégories U17, U18, il m'a proposé, lui, de venir entraîner avec lui. Et puis, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à entraîner. Alors, à l'époque, c'était des U15 garçons. Après, j'ai eu des U13 filles dans le club où j'étais licencié à l'époque, à l'Étoile sportive de Fraisse. Et puis, on va dire que c'est lui qui m'a un petit peu passé qui m'a un peu passé cette maladie, si on peut dire ça comme ça, et qui m'a passé cette passion-là. Et puis, après, très vite, j'ai décidé que de toute façon, je voulais travailler dans le sport. Et très vite, j'ai décidé d'en faire mon métier. Je pense qu'à 17 18 ans, je savais que je voulais faire ça de ma vie. Je suis rentré au STAPS à Saint-Étienne, auquel j'étais jusqu'au master. Et en parallèle, j'ai passé mes diplômes avec la Fédé. Donc, moi, je suis de l'ancienne, on va dire, de l'ancienne mouture, à l'époque où c'était encore les brevets d'État, donc BE1, BE2. Et puis, en parallèle de ça, on va dire que pour arriver où j'en suis, il faut de la chance. Et pour moi, la chance, c'est de la préparation qui rencontre une opportunité. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour me préparer, où j'ai passé mes diplômes. Au STAPS, ça m'a beaucoup aidé. Et puis à chaque fois, j'ai été sur la route de personnes qui m'ont ouvert des opportunités. La première, c'est Pierre-Olivier Croizat, alors, qui était CTS de la Ligue du Lyonnais, euh, qui m'a offert mon premier poste d'assistant en National 2 à Andrézieux-Boutéon et qui m'a amené avec lui dans ses valises euh, à Oulin-Sainte-Foy Basket, qui est maintenant Lyonceau, euh, qui est une entité de Lyonceau. Et puis, il m'a fait grandir. J'ai pris sa suite sur la Nationale 2 à Oulin-Sainte-Foy Basket. Et puis, la Chorale de Roanne est venue me chercher l'année d'après. Il cherchait un jeune entraîneur issu du secteur régional autour de la Loire. Donc, je correspondais à ces critères-là. Et puis voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde professionnel, en multipliant les rencontres et surtout en essayant d'être prêt au moment où les opportunités se présenteraient. Donc voilà un petit peu sur mon parcours et comment j'ai pu arriver à ce niveau-là. Et après, pour y rester, c'est une bonne question. Le travail, je pense. Le travail et en tout cas, dans ma partie qui est la formation, je dirais le travail et le savoir-être, dans le sens où c'est un poste chez nous qui est jamais dans la lumière, où il faut être tout le temps au service du groupe professionnel, où il faut tout le temps être au service du club, et où
il faut aussi de temps en temps savoir mettre son ego et ses ambitions personnelles un petit peu sur le côté et vraiment être au service de l'institution pour laquelle on travaille. Donc, je pense qu'en tout cas, dans ma partie à moi, je pense que le secteur professionnel et le coach pro, c'est un tout autre problème. Il y a des obligations de résultats. Mais moi, j'ai aujourd'hui la chance de ne pas avoir d'obligation de résultats au-dessus de moi, mais d'aller au bout des projets des gamins, quoi. Donc voilà, je dirais que c'est ça, c'est le travail, il faut bosser, il faut énormément travailler. Et puis, je ne sais pas si le savoir-être, c'est la bonne posture, je dirais, voilà. Plus que le savoir-être, c'est avoir la posture qui correspond aux attentes de notre club. Voilà. Ok, eh ben, super en tout cas. On va parler donc du coup d'attaque. Ouais. Voilà, on va parler d'attaque. Toi qui es au contact de beaucoup de joueurs, que ce soit des niveaux professionnels ou intermédiaires, pour toi, quelle est ou quelles sont les qualités principales d'un bon attaquant? Voilà. Et avant même peut-être de parler des qualités, qu'est-ce qu'un bon attaquant à ton sens? Ouais, alors, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Un bon attaquant, c'est quelqu'un qui met des paniers. Parce que, C'est et clair. c'est pour moi, voilà, ce qui dégage la première qualité pour moi d'une bonne attaque ou d'un attaquant, c'est l'adresse. Euh, Moi, je suis quelqu'un voilà, j'essaye pas de trop intellectualiser les choses, j'essaye de rester le plus pragmatique et le plus simple possible, ce qui est pas toujours facile. Et pour moi, j'ai réfléchi à ça hier. C'est vrai qu'on se pose pas vraiment la question quand on est en train de se dire, bon, c'est un bon attaquant ou pas. Donc hier, quand j'ai préparé un peu pour ce matin, je me suis dit, putain, mais un bon attaquant, c'est quoi? Et la première idée qui m'est venue, c'est quelqu'un qui met des paniers, tout simplement. Et des fois, on a des joueurs qui créent énormément de différences, qui sont, par exemple, des forts joueurs de 1 contre 1, mais quand ils ont créé la décision et qu'ils arrivent face au panier, ils mettent pas le panier. Donc, est-ce que c'est un bon attaquant? Ben, pour moi, non, parce que l'acte final, c'est de mettre le panier. Parce que si on met pas de panier au score, le score, il évolue pas. Donc, pour moi, la première qualité d'un bon attaquant ou d'une bonne attaque, c'est d'être efficace, enfin, d'être efficace au tir, quoi. Que ce soit près du cercle, loin du cercle, peu importe, mais c'est de mettre des paniers. Donc, le premier critère pour moi d'un bon attaquant, c'est de l'adresse. Et quand je dis adresse, les gens entendent souvent par adresse le tir de loin ou l'adresse à 3 points. Mais non, il y a aussi l'adresse, la finition, quoi. Être capable d'être proche du cercle et d'avoir un très haut pourcentage de réussite à 2 points, par exemple, et sans forcément avoir le tir à 3 points, c'est être un bon attaquant, notamment pour un big man. Alors, même si les big men, ils ont tendance maintenant à s'écarter, voilà, ça reste quand même quelque chose d'important. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier critère, c'est d'être un bon attaquant, c'est de mettre des paniers. La deuxième chose, quand j'y réfléchis, c'est de créer et d'utiliser des avantages. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai au niveau de l'individu, du joueur, mais c'est vrai aussi au niveau du collectif. Pour moi, une attaque, elle doit trouver le meilleur tir possible pour une attaque, c'est le tir à 1 contre 0. C'est le tir où voilà qu'on va rechercher, si possible le lay-up, bien entendu, mais même un tir à 3 points ouvert à 1 contre 0, c'est quelque chose qu'une attaque va chercher. Et pour créer ça, il faut au bout d'un moment créer un avantage, l'exploiter au maximum pour arriver au meilleur tir de la situation. Et cette exploitation-là, pour moi, c'est de créer un avantage et de l'exploiter. Créer un avantage, le reconnaître et l'exploiter correctement en fonction des réponses de la défense. Et si je le prends par rapport, par exemple, au niveau de l'individu, du joueur, ça pourrait être, si je suis dans un rapport de 1 contre 1, créer un déséquilibre, reconnaître ce déséquilibre-là chez le défenseur, l'exploiter. Par exemple, si je veux passer un joueur en cross ou le déborder après une hésitation ou après un départ en dribble, eh ben, ça va être de euh, le déséquilibrer et exploiter ce déséquilibre-là. Et si je monte ça au niveau collectif, par exemple autour d'une attaque d'un pick and roll ou d'un écran non porteur, c'est à peu près la même chose. C'est de créer là un déséquilibre collectif dans l'attaque, un surnombre, de l'exploiter correctement pour arriver au meilleur surnombre possible. Donc qui est le 1 contre, pour moi, le 1 contre 0. Donc voilà, je dirais l'adresse, en premier lieu, l'adresse. En deuxième lieu, la création et créer, reconnaître et utiliser un avantage. C'est ces 3 temps-là. Et la dernière chose pour moi qui est primordiale, et notamment chez le joueur, vraiment la qualité du joueur, c'est d'utiliser les changements de statut.
ça va un petit peu dans cette idée de créer des avantages. C'est d'utiliser, par exemple, une bonne attaque. Pour moi, c'est une attaque qui transite très bien de je défends, j'attaque. Elle doit être capable, dans les premières secondes de possession, de mettre sous pression la défense adverse. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et chez les joueurs, c'est la même chose. Chaque changement de statut est une occasion de créer un avantage. Donc, changement de statut, c'est quoi? Il y en a un que l'on cherche, nous, énormément, c'est le close-out. Je suis joueur non porteur loin du ballon, je deviens porteur de balle avec un joueur qui vient en mouvement sur moi. Donc, j'ai un changement de statut. Joueur non porteur de balle loin du ballon à porteur de balle. Et ce changement de statut, il crée énormément de choses chez les défenseurs. Et on va chercher à les exploiter, ces choses-là. Ou l'inverse est vrai aussi. Je suis porteur de balle, je deviens non porteur de balle. Et ben pendant cette transition-là, souvent, il y a un flottement défensif qu'on va chercher à utiliser. Peut-être en amenant un écran non porteur très vite, peut-être en amenant un jeu de coupe, peut-être à, voilà. Mais c'est cette faculté à enchaîner des actions et à ne pas s'arrêter action après action. Ça, pour moi, c'est primordial pour un bon attaquant. Être capable d'enchaîner des actions, de ne pas jouer un seul temps fort dans l'action. Voilà, d'enchaîner des temps forts. Donc, je dirais que les trois principales qualités pour moi, pour un bon attaquant, c'est l'adresse. Attaquant ou attaque. J'ai essayé de construire le truc comme ça, de se dire, OK, pour être un bon attaquant, il faut ça, mais pour avoir une bonne attaque collective, il faut ça aussi. L'adresse, créer, reconnaître, exploiter un avantage et la capacité à exploiter des changements de statut. Voilà. Intéressant en tout cas. Tu parles du 1 contre 0, donc du coup, pour toi, le 1 contre 0 existe. Parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui estiment que le 1 contre 0 n'existe pas, parce qu'il y a toujours une petite Moi, pression défensive ou autre. Mais ouais, voilà. moi, alors, c'est presque, on va dire, un débat philosophique dans lequel moi, j'essaye de ne pas trop aller. Pour moi, il est recherché. Peut-être qu'il ne va pas exister, mais il est recherché. C'est-à-dire que très clairement, euh, par exemple, si je dois juger une bonne attaque de pick and roll, si elle se termine par exemple par un post-up, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que ça m'intéresse pas, ça peut être intéressant, mais à quelque part, c'est qu'on a mal utilisé notre attaque de pick and roll. Si on a créé un vrai décalage au départ dans le jeu à deux et qu'on exploite correctement ce décalage-là, pour moi, on doit trouver une situation de 1 contre 0 ou proche du 1 contre 0. Peut-être c'est un 1 contre 1 avec une pression temporelle, parce que j'ai toujours un joueur, bien entendu, qui va sortir sur le close-out ou qui va revenir sur le rôle du big man ou qui va essayer d'aller contester un jeu au-dessus du panier sur une passe à Liu, par exemple. Mais pour moi, dans l'état d'esprit, c'est vraiment on considère ça pour nous comme du 1 contre 0. C'est vraiment ce que l'on va rechercher en priorité des priorités. Donc, pour moi, le 1 contre 0, il existe dans le jeu et euh, dans l'entraînement, pour moi, entraîner à 1 contre 0, c'est quelque chose qui relève de l'expertise. C'est-à-dire que je fais très peu de 1 contre 0. Très, très, très peu de 1 contre 0. Il y a toujours une notion d'opposition, par contre, à l'entraînement, pour répondre à ce que je te disais tout à l'heure, qui est de créer, reconnaître, exploiter un avantage. Donc, pour moi, il faut obligatoirement le défenseur en face. Ou exploiter des changements de statut. C'est la même chose. Pour moi, il faut le défenseur. On essaye au centre de formation de toujours coupler une réponse tactique, donc une réponse technique, pardon, le travail technique à une prise d'information, donc au niveau tactique. Donc, si tu veux, dans l'entraînement, par contre, je fais très, très peu de compte zéro. Vraiment, très peu de compte zéro. On est vraiment que sur le travail de gamme. Le travail de gamme, c'est le travail autour du maniement du ballon en général. Ma capacité à dribbler, ma capacité à passer et ma capacité à mettre des paniers. Ça, OK, il y a du compte zéro. Mais tout le reste, le départ en dribble, le choix d'une passe, le jeu de haut panier, le travail autour d'un pick and roll, le travail autour d'un off-screen, on essaye toujours d'y mettre de l'opposition. Après, on varie l'intensité, la possibilité de vraiment impacter la défense en mettant des contraintes à cette opposition-là, mais on essaye toujours de lier une information, le choix d'un geste technique, la réalisation de ce geste technique. Voilà. Ok, top, 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 top. Alors toi, tu es plutôt un coach d'attaque, plutôt un coach de défense. Alors c'est une question qui est propre à chacun parce qu'aujourd'hui, toutes les réponses qui m'ont été apportées jusqu'à présent, ça a été, ouais, mais pour être un coach offensif, faut
on est de la défense, et pour être un coach défensif, il faut de l'attaque. Voilà. Mais toi, on va dire, quelle est ta sensibilité principale? Est-ce que tu es plus attiré sur l'attaque ou plus sur la défense, ou peut-être sur le jeu de transition entre les deux? Puisque Alors, tu t'évoquais je ce vais, point-là. je vais te décevoir, mais je vais avoir la même réponse que mes collègues. Euh, Ni l'un ni l'autre, ou les deux. Ça dépend comment tu veux le voir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que, en tout cas, le basket qu'on essaye de prôner, nous, est un basket sur tout le terrain. C'est très important pour nous de construire les choses sur tout le terrain, qu'il soit offensif ou défensivement. Donc, par exemple, nous, effectivement, on a, alors, c'est très réducteur de parler de jeu tempo parce que ça va, à mon sens, un petit peu plus loin que ça. C'est de la volonté de mettre sous pression la défense dès les premières secondes de possession. Parce qu'on s'aperçoit que la phase de jeu où toutes les équipes sont le plus efficient en termes de points par possession, c'est le jeu de transition et le jeu de contre-attaque. Aujourd'hui, les volumes physiques, la taille du terrain, les organisations défensives collectives, le fait que c'est rassurant pour les coachs d'avoir un socle et un projet défensif fort, fait que quand on arrive sur le demi-terrain, il est de plus en plus difficile de marquer. Donc, nous, on essaye de prendre un peu le projet à l'inverse et de dire, OK, les défenses sont les plus faibles dans les phases de transition défensive, les phases de repli défensif. Donc, on veut exploiter cette phase-là. Donc, forcément, si on veut avoir des ballons de relance, il faut qu'on ait des stops défensifs. C'est une obligation. Et à l'inverse, bah, si moi, en attaque, je cherche à exploiter le jeu de transition adverse, je suis pas fou. Je me dis bien qu'il y a des coachs comme moi qui se disent, bon, bah, il faut qu'on attaque le repli défensif des équipes. Donc, il faut que notre équipe, notre attaque nous permette d'anticiper notre repli défensif. Par exemple, je fais très attention à toujours avoir un certain nombre de joueurs capables d'assurer un repli défensif, de pas descendre trop de monde en dessous du terrain. On essaye toujours d'avoir un ou deux arrières qui peuvent être là sur les situations d'urgence et assurer un repli défensif. Arrière, c'est pas forcément poste de jeu, c'est plutôt sur la répartition du terrain, plutôt des joueurs sur le secteur A. Voilà. Et un autre exemple, c'est le tag-up system qu'on utilise beaucoup au Mans, qui a une volonté constante d'agresser les rebonds offensifs. Alors, pas de manière désordonnée, on essaye toujours d'agresser le rebond offensif par le haut, c'est-à-dire par le milieu, par l'épaule haute des joueurs, et d'amener les joueurs d'écraser la défense sous le cercle sur les phases de rebond offensif. Ce qui va nous permettre, de bien sûr essayer de gratter des rebonds off, c'est très important. Aujourd'hui, en espoir, si je ne dis pas de bêtises, on doit être la première ou la deuxième équipe au rebond off. Et la deuxième chose, c'est que si nous, on n'arrive pas à reconquérir le ballon après le, le tir, c'est de mettre une pression tout de suite Ouais. sur l'équipe adverse. Donc, tu vois, c'est une recherche offensive de ballons supplémentaires qui va aussi nous permettre d'installer très vite notre pression tout-terrain et notre pression offensive. Donc, le lien aujourd'hui entre l'attaque et la défense, il est très flou pour nous. Si tu veux, j'essaye de ne jamais cloisonner. OK, les gars, on va travailler l'attaque. OK, les gars, on va travailler la défense. Non, une bonne défense se finit par un panier de l'autre côté. Ça, c'est primordial chez nous. On valide une bonne défense par deux choses, le rebond off, le panier de l'autre côté. Ou un tir ouvert de l'autre côté, créé rapidement par la volonté de les mettre en pression. Et une bonne attaque, elle est suivie d'un stop défensif derrière. Parce qu'on a eu un tir construit, parce qu'on a mis de la pression défensive, parce qu'on a pu mettre peut-être notre net jump en place, parce on a étouffé l'équipe adverse dès les premières secondes de possession. Donc, je suis ni un coach offensif ni un coach défensif. Pour moi, ces deux aspects-là, aujourd'hui, ils s'entrecroisent constamment dans la façon dont on entraîne les choses. Alors, comment on réussit à amener tous les joueurs dans un objectif offensif commun, en sachant que, alors, peut-être que sur le centre de formation, tu as quand même l'avantage, ou les espoirs, tu as l'avantage d'avoir des joueurs qui sont capables de tous attaquer. C'est vrai que dans les équipes peut-être un peu intermédiaires, on a étiqueté, on va dire, des joueurs défenseurs, on a étiqueté des joueurs, lui, c'est mon joueur qui franchise player, là, qui va mettre des paniers. Comment est-ce on arrive à inciter et amener tous les joueurs dans un projet de jeu commun offensif? Euh, Déjà,
Contrairement à peut-être un projet de jeu défensif, l'avantage, c'est que tout le monde veut attaquer. Dans la volonté des gens, ils veulent souvent tous participer au tableau d'affichage, quoi. Donc, après, c'est à nous, coach. Moi, je fais très attention à, euh, comment dire, pour moi, il est impossible de dire à un joueur, ton projet individuel ne m'intéresse pas. Et ça, que ce soit à tous les niveaux. Tes affects ne m'intéressent pas. Je pense que c'est un management qui est dépassé. Demander à un individu de complètement s'effacer, de complètement se mettre au service du groupe et d'en oublier son intérêt personnel, je pense que c'est pas possible. Donc, ça veut dire que dans la construction de mon projet de jeu offensif, pour moi, je dois faire de la place aux objectifs individuels et aux affects de mes joueurs. C'est très important pour moi. Donc, je dois leur donner la possibilité et les armes nécessaires et les outils nécessaires pour participer. Alors, il y en a qui vont beaucoup participer, il y en a qui vont participer un petit peu moins, par exemple, au scoring, mais pour développer chez eux le sentiment qu'ils participent à ce projet de jeu offensif. Ça, c'est très important pour moi. Donc, par exemple, on travaille énormément, nous, sur euh, un peu une motion offense, qu'on appelle nos basiques, où tout le monde a la même chance de scorer. Et ce qui va déterminer qui prend le tir, qui score, c'est plus la défense qui va être mise en place, les rotations défensives et notre exploitation des avantages qu'on a créés, que moi qui vais dire, bon, ben, on joue constamment sur ce joueur-là parce que c'est ce joueur-là notre plus fort attaquant. 80% du temps, on joue sur une motion où, au départ, si tu veux, tout le monde a la même chance de scorer. Après, les plus forts attaquants, bien entendu, vont trouver plus de choses que les gens qui ont un petit peu moins d'armes dessus. Et l'autre chose, c'est qu'il va falloir renforcer les armes de chacun par rapport à leur qualité intrinsèque pour pouvoir exister dans cette motion-là. Voilà, j'ai un fort slasher, un mec voilà, qui sur le tir extérieur qui est so-so, mais qui par contre est un mec qui est capable de mettre la balle au sol, d'être agressif sur deux, trois dribbles. C'est à moi de lui montrer où il va pouvoir exploiter à l'intérieur de cette motion cette capacité-là. À l'inverse, on a un shooter, et ben la motion, on va peut-être pas la jouer tout à fait de la même façon. On va voir comment lui on peut exploiter ses qualités là-dedans. J'ai un big man qui est plus un short roller, plus un roller, et ben on va s'adapter à ses capacités, à l'intérieur de cette motion, on va essayer de s'adapter à l'individu. C'est important pour nous ça. Donc voilà. Et après, quand on a joué la majorité du temps là-dessus, j'essaye après sur des ATO, ATO pardon, c'est après les temps morts, after timeout, sur les ATO, sur les débuts de carton, sur des situations spéciales, sur des touches, sur les touches fond, les touches côté. On va essayer d'aller chercher là, par contre, la particularité d'un joueur. Et on sait que l'équipe, sur ce système, va jouer pour ce joueur-là et cette qualité-là. Et ça, j'essaye de donner à manger un peu à tout le monde. Donc, pour valoriser un petit peu les qualités intrinsèques de tout le monde. Euh, Moi, je pense que pour une équipe vive bien et que tout le monde euh, euh, participe et soit intégré au projet de jeu, qu'il soit offensif ou défensif d'ailleurs, il faut que l'individu existe dans l'équipe. Euh, Moi, j'essaye de leur faire comprendre que, comment dire, il y a pas il y a pas de jeu avant le nous. On met jamais l'équipe au service de l'individu. Si vous faites ça, je ne vais pas être d'accord. Et mon boulot, ce sera de vous sanctionner. Par contre, le nous est une succession de jeux. C'est-à-dire que euh, toi, Loïs Grassov, dans mon équipe, tu es un individu à part entière et je te reconnais en tant que tel et regarde ce que je t'autorise à faire dans l'équipe. Toi, Yannel Datilus, tu es sur le même poste de jeu que Loïs, mais tes qualités, elles sont un petit peu différentes. Regarde comment on va aller chercher tes individualités à toi et tes qualités à toi. Mon shooter, regarde ce qu'on va faire pour toi. Mon meneur de jeu qui aime jouer tout terrain, regarde où est-ce que tu vas pouvoir trouver tes espaces d'expression. Et ça, c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien. C'est intéressant en tout cas, c'est intéressant en tout cas de voir un petit peu la modernité, on va dire, de la façon de voir les choses. Tu vois, être plus tiqué des joueurs comme on pouvait le faire auparavant.
Voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir écouter ce que tu essaies de mettre en place avec tes joueurs et je suis complètement Merci. d'accord avec ce que tu proposes. Tu as parlé tout à l'heure de transition et d'attaquer, défendre, attaquer, défense. Quelle proportion dans tes entraînements tu places entre l'attaque et la défense? Alors, comme tu l'as expliqué auparavant, tu fais pas de focus, enfin, tu vas faire des focus, mais tu fais pas tu dénatures pas le jeu, on va dire, tu fais pas que Ouais. de l'attaque ou que de la Mm. défense. Mais justement, comment tu entremêles tout ça et comment est-ce qu'on place du shoot? Est-ce que toutes tes situations de shooter, elles sont dans ces choses-là, tu vois, entre l'attaque et la défense? Ou est-ce que tu as un temps quand même où proposes que de l'attaque sur certaines situations? Alors, pour moi, il faut qu'on sépare le travail collectif et le développement individuel des mecs. Par exemple, sur le développement individuel des mecs, hors profil spécifique et besoins spécifiques, on fait très peu de défense euh, dans le développement individuel. Mhm. On va le faire dans le développement physique, où voilà, mon prépa physique, il va mettre des choses en place pour développer la latéralité, la réactivité, la capacité à encaisser des contacts, des choses comme ça qui sont des éléments défensifs pour moi. Mais quand on travaille sur vraiment le travail individuel, on est plutôt sur le développement des habilités offensives des joueurs, notamment de l'adresse. On passe énormément de temps à shooter, énormément de temps à shooter. Euh, tous mes entraînements, la plupart de mes entraînements commencent par entre 15 et 20 minutes de situation d'adresse. Et adresse, c'est pas forcément du tir, ça peut être aussi des finitions proches du panier, mais il y a de l'adresse dans tous mes débuts d'entraînement. Il y a de l'adresse, c'est très important pour nous. Et on a la chance, nous, en centre de formation, d'avoir des créneaux horaires et par exemple, si je prends les espoirs, ils s'entraînent 2 fois lundi, 2 fois mardi, 1 fois mercredi, 1 fois jeudi et parfois 2 fois vendredi. Donc c'est un volume horaire qui est important. On essaye de au moins sur une journée, au moins 30% du temps, ils passent à tirer et à mettre des paniers. C'est très important pour nous. Donc là-dessus, c'est plus un travail offensif, on va dire. Donc dans ce découpage-là, déjà, il y a forcément plus d'attaque que de défense. Après, quand j'en viens au travail collectif, là, je dirais que c'est 50-50. Ce travail collectif-là, on va dire qu'il représente 50% de notre travail. Il y a 50% qui est, on va dire, vraiment sur le développement du joueur, 50% à peu près qui est sur le travail un peu plus collectif. Avec les espoirs, les U18, c'est un petit peu plus sur le travail individuel, encore un petit peu plus sur le développement du joueur. Mais avec les espoirs, on commence à mettre la notion de travail collectif de manière un peu plus importante. Donc 50-50 et voilà, sur les 50 parties de travail collectif, il y a 50% de défense, 50% d'attaque. Donc en gros, ça fait 25% de défense pour 75% d'attaque, entre guillemets, si on travaille comme ça. Et après, par contre, tu l'as dit, par exemple, j'aime beaucoup, euh, on travaille demi-terrain sur une situation défensive. Par exemple, pick and roll dans l'axe, voilà, à 4 contre 4, on travaille sur notre défense. Et ben, l'équipe qui arrive à faire un stop défensif ou même qui encaisse le panier doit aller scorer de l'autre côté à 4 contre 0 en moins de 8 secondes. Tu vois. Donc on lit travail de 4 contre 4 sur le demi-terrain avec une traversée pleine vitesse à 4 contre 0 de l'autre côté. Ou euh, on va faire travail de 4 contre 4 offensif. On joue notre situation offensive sur le tir. Tout le monde tag, tout le monde en pression défensive et on joue jusqu'au milieu du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Sur le retour, Oui, on carrément, joue oui. jusqu'au milieu du terrain. Sur notre faculté à mettre de la pression, peut-être déclencher une run and jump un peu à l'instinct du joueur, mais on travaille toujours tir, tag, hop, repli jusqu'au milieu du terrain pour avoir voilà cette idée de notre attaque, elle se termine pratiquement quand on est replié en défense demi-terrain, quoi. Voilà. On essaye comme tu disais, d'effacer un peu les frontières entre l'attaque et la défense, quoi, d'avoir ce temps-là. Donc ça, c'est une première réflexion par rapport à ta question. Et la deuxième, c'est que j'ai souvent la chance d'entraîner à deux. Et on est parti du principe que pour gagner du temps, chaque fois qu'on travaillait défensivement, c'est une opportunité de travailler offensivement et vice-versa. Donc, chaque fois qu'un coach, par exemple, je vais dire à mon assistant, bah, tu prends la partie défensive sur le travail de pick and roll dans l'axe. Et ben moi,
individuellement, je vais faire des retours offensifs au mec. Sur le step out, essaye de casser le step, essaye de trouver la passe pocket sur le short roll, suis le porteur de balle dans le dos, et je vais faire ces retours-là. Ce qui fait qu'on devient entre guillemets, si on fait ça des deux côtés, on devient des experts pour Ouais, attaquer ou pour défendre notre attaque ou notre défense. Parce qu'on travaille les deux. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, carrément. Par exemple, si je fais step out et que j'aide mon attaque à trouver des solutions contre le step out, je fais progresser mes joueurs offensivement face au step out, mais deux, je pose de plus en plus de problèmes à ma défense. Et pour moi, la progression, elle se fait comme ça. Euh, Si je veux bosser défensivement, il faut que mon attaque, elle prenne le dessus à un moment donné. Sinon, je reste dans la facilité et mon attaque, elle pose jamais de problème à ma défense. Donc, je vais armer mon attaque pour qu'elle, à un moment donné, elle mette ma défense en difficulté. Et puis, à ce moment-là, je vais rééquilibrer le rapport de force. Si je veux que mon attaque, elle progresse et elle soit de plus en plus productive, je suis obligé d'inverser ce rapport de force-là. Donc, de passer du temps sur ma défense pour que ma défense, de nouveau, pose des problèmes à mon attaque. Et si tu veux, pour moi, l'évolution de ces deux aspects, c'est une dialectique en fait entre les deux. Euh, on peut pas bosser offensivement et être une bonne attaque si à l'entraînement on se pose pas de problème défensivement. Donc on essaye, c'est très dur. Si tu veux, chaque fois que je travaille quelque chose défensivement, alors pas au départ. Au départ, j'essaye que la défense elle prenne confiance. Donc je laisse l'attaque se démerder entre guillemets. Mais quand je vois que la défense elle est en place et que je commence à avoir des choses intéressantes, je vais armer mon attaque face à cette défense-là pour me poser des nouveaux problèmes. Et c'est ce qui va me permettre d'avancer. J'entends, Ouais. et c'est intéressant comme point de vue. Tu parlais de TAC. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent ce que c'est, cette Ouais, alors notion-là? le tag, j'ai ma plaquette, ça va être plus simple, je pense. Tout le monde Super, voit là, impeccable. nickel. L'idée, c'est en fait le tag up system. C'est une volonté de conquérir le rebond offensif et d'amener la défense dans la raquette au moment d'un tir. Et pour faire ça, si tu veux, si j'ai un joueur et on va dire la balle, elle est de ce côté, c'est bon, tout le monde voit là. Ouais. Nickel. Donc, on va être placé en position d'aide défensive, grossièrement. Au moment du tir, ce joueur-là, je vais lui demander d'attaquer le rebond, mais pas de l'attaquer n'importe comment. On va surtout pas l'attaquer par le fond et venir s'éliminer. Parce que si là, il y a un rebond et un départ de course intelligent, je me suis éliminé ici. Donc, je vais créer un surnombre de l'autre côté, ce que l'on ne veut absolument pas. Donc, la recherche et la conquête du rebond, elle se fait par l'épaule supérieure du défenseur. C'est-à-dire que lui, à un moment, il va se tourner pour faire son box-out ou aller conquérir le rebond. Et moi, je vais attaquer son épaule haute ici. Et je vais essayer de l'attaquer et de le pousser pour l'amener, si possible, sous le cercle. Parce que sous le cercle, il y a des chances qu'il ne puisse pas prendre le rebond. Mm. Donc, s'il y a un rebond long, le rebond, il va être pour moi. Et même si j'arrive pas à l'amener sous le cercle, que j'ai compacté la défense adverse sous cette ligne-là, on va dire, en attaquant les épaules des joueurs. Si tout le monde attaque les épaules des joueurs, on va compacter la défense proche de la ligne de touche, et ce qui va nous donner un maximum de temps pour nous replier. Ok. Ok, Ça s'appelle tag up system. Ok. Tag up system. Donc, super. c'est attaquer le rebond par l'épaule supérieure des joueurs pour essayer de tasser l'équipe le plus proche de son panier, l'équipe adverse la plus proche de son panier, pour nous mettre de la pression et surtout l'éloigner de notre panier à nous pour nous donner du temps dans le repli défensif. Ok. Donc c'est cette idée-là. Et puis ça nous permet de contrôler les courses. Si par exemple il y a tir là et que le joueur défensif, s'il y a un tir à l'opposé par exemple et que le joueur défensif de ce côté il veut jouer un peu la carotte, ok, si moi je le tag, je rentre en contact Mhm. de ce joueur-là, je suis prêt à courir avec lui. Donc on ne donne pas de hors-jeu. Ok. Donc c'est très important de le faire à 5. Là c'est vraiment, on est aussi fort que le maillon faible. S'il y a un mec qui fait pas, on est puni. Donc c'est une grosse rigueur. Il faut être très rigoureux par rapport à ça sur ce système-là. Et c'est la volonté de toujours agresser le rebond off dans une idée, bien entendu, de conquérir une nouvelle chance, une nouvelle possession, on va dire.
Alors, ça dépend. Il y a un gros débat aussi là-dessus sur comment est-ce qu'on compte les possessions. Est-ce qu'un rebond off est une nouvelle possession ou est-ce qu'il fait partie de la possession? Moi, je m'en fous un peu de ce débat-là. Ce qui m'intéresse, c'est si c'est une nouvelle possession, bah, c'est une nouvelle possession. On a une chance de plus de scorer. Et si c'est pas une nouvelle possession, et bah, tout simplement, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une possession, on peut tirer plusieurs fois en prenant des rebonds off. Donc, on va augmenter notre efficacité en termes de points par possession. Donc, dans les deux cas, qu'on compte avec ou sans, moi, je m'en fous, ça m'intéresse. Donc, de reconquérir le ballon et sinon de préparer notre défense. Voilà. Super, merci de ton explication. Du coup, quel regard tu as sur l'attaque en général? Alors, je m'explique. Est-ce que tu as un plan de A à Z, ou est-ce que tu prévois par exemple un plan sur une défense indiv, un plan sur une zone presse, un plan sur une défense de zone, ou est-ce que tu arrives dans tes motions ou dans tes formes que tu vas amener en attaque à avoir une seule trame, on va dire, de choses qui vont te permettre de pouvoir jouer sur n'importe quel type de défense amené par l'adversaire? Et par où on commence? Comment on amène ça à l'entraînement pour que les joueurs commencent à s'habituer et arrivent à maîtriser ce que tu demandes? Alors, euh, comment dire bien sûr, je vais travailler autour de l'attaque de zone, autour de l'attaque de la zone presse, parce que c'est des situations qui sont pour moi particulières, mais on va le faire dans la même identité que notre défense individuelle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas de système de zone. J'ai pas de, j'utilise pas de système de zone. On attaque sur notre transition offensive. On essaie juste de rendre les joueurs intelligents sur, bah, en fonction de telle zone, on va plutôt se mettre dans tel espace. C'est une zone paire, c'est une zone impaire, c'est une 1-3-1, c'est une 3-2, c'est une 2-3. Voilà, on va se mettre dans différents espaces, mais l'idée, c'est de toujours trouver nos continuités habituelles. OK? On joue sur ce qu'on appelle la euh, motion pick and roll ou pick and roll 3-2. Il y a différentes explications. C'est une succession de pick and roll qui peut être du côté pour aller vers le milieu ou du milieu pour aller sur le côté. L'idée, c'est on va jouer par exemple un pick and roll dans cet espace-là entre un extérieur et un intérieur. Et si on peut pas exploiter ça, on va très vite amener la balle au milieu pour jouer un deuxième pick and roll. OK? Ou Ok, alors, euh, donc ça là, c'est option side to top, pick and roll side pour pick and roll top. Mais je peux avoir l'inverse aussi. C'est-à-dire un joueur, euh, on va jouer un pick and roll dans cet espace-là, notamment sur le short roll par exemple. Et puis si on n'a rien ici, on va aller jouer sur le côté un deuxième pick and roll. OK? Donc là, on joue top to side. On part du top pour aller vers le côté. ok, Euh, et ben ça, on essaye de garder sur l'attaque de zone, par exemple. Voilà, on essaye de garder ça. Et si tu veux, on a une organisation collective aussi sur toutes les remises en jeu. Toutes les remises en jeu, on a des critères. Je veux qu'un des intérieurs soit en soutien au milieu du terrain. Je veux que ce soit le 2 qui fasse, ou le 2 ou le un qui fasse la remise en jeu. L'autre arrière prend la balle en mouvement. Si l'autre arrière ne peut pas avoir la balle, l'intérieur qui est en soutien flash. On passe la balle à l'intérieur. L'arrière qui faisait la remise en jeu prend la balle en mouvement. Et si tu veux, dès les premières secondes de possession, je veux qu'on avance très vite. Donc, que ce soit de l'indiv, que ce soit de la zone presse, que ce soit, on attaque tout le temps comme ça. Donc, si tu veux, j'ai pas de plan A, pas de plan B, pas de plan C très spécifique. J'ai une identité globale et cette identité globale-là doit nous permettre d'attaquer différentes situations. Et après, à l'intérieur de notre motion, comment on attaque le step out, comment on attaque le under, comment on attaque le switch. Et là, on va développer des, la lecture de nos joueurs et, si tu veux, une arborescence de situations. On part d'une situation de pick and roll, bah, step out, switch, under, drop, prise à deux, bam. OK, les réponses, tac, 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 tac. Seconde action, comment ils défendent, quelle rotation, réponse, tac, 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 tac. Ce qui fait que, si tu veux, après, notre cahier de jeu, ça ressemble à une arborescence. C'est-à-dire que on a, OK, ça c'est notre pick and roll. Combien de défenses possibles? Par exemple, on va limiter à 3 au départ. Donc ça amène 3 réponses. Dans ces 3 réponses, quelle rotation? On va peut-être limiter à 2 rotations par défense au départ. Donc, hop, 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 hop. Puis, quelle est la qualité de mes joueurs? Moi, je suis shooter, moi, je suis driver. Hop, 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 hop. Et en fait, d'une situation globale, on arrive à la fin
à peut-être une multitude de situations. Tu comprends un Carrément, peu carrément, où ouais. je veux en venir? Voilà. Carrément, Donc, carrément. voilà, moi, je, comment dire, je crée mon attaque comme ça. Ma vision offensive est celle-ci. C'est-à-dire que je veux rendre mes joueurs indépendants. Je veux pas jouer à la PlayStation au bord du terrain. Je veux que mes joueurs soient des spécialistes en résolution de problèmes. La défense pose un problème, on a les armes techniques, tactiques pour répondre à ce problème. Voilà. Ça, c'était ta première question. Et la deuxième, c'était, je crois, comment je mets ça en place. Ouais, par où tu Euh, commences? Par où tu ouais. commences? Comment est-ce que tu Alors moi, arrives à amener. je commence par le 5-5. Ma pré-saison est faite principalement de 5-5. La raison, elle est simple, c'est que je pense que le joueur a besoin de donner du sens à ce qu'il fait. Moi, je suis omnubilé par ça. Donner du sens. Ça veut dire quoi, donner du sens? Chaque fois qu'un joueur rentre sur le terrain, il doit comprendre, pour moi, ce que je suis en train de faire, comment je vais l'exploiter dans la réalité du jeu. La réalité du jeu, c'est le 5-5. Donc, si par exemple, on veut travailler autour du pick and roll, eh ben, je vais commencer mon cycle de pick and roll par mes 3 systèmes de pick and roll, ou mes 4 systèmes de pick and roll, ou mes 18 systèmes de pick and roll. Nous, on en a peu. Je vais commencer par leur dire, voilà, le jeu global, ça va ressembler à ça. On va retrouver du pick and roll dans cet espace, dans cet espace, dans cet espace. Je vais les faire jouer là-dessus. Bah, au début c'est Beyrouth. Hein. Il n'y a pas les lectures, les espaces, c'est moyen, etc., etc. Mais je veux qu'ils aient une photo de l'ensemble. Ça, c'est ce sur quoi on veut aller. Voilà comment on va jouer. Après, quand ils ont compris ça, eh ben, on va découper. OK. On va partir du jeu à deux, par exemple. 2 contre 2 pick and roll. On travaille, on va travailler l'étage à deux. La défense, elle fait step. Trouve des solutions. Tu as vu comment la globalité, elle est posée. Moi, je ne vais pas leur amener de solution. Je vais les mettre en 2 contre 2. Je vais guider chaque fois que je veux amener une réponse offensive, je guide ma défense. Je veux que tu fasses step out. Boum. Allez-y, jouez. Puis ils jouent, et ils sont pas plus cons que nous, ils trouvent les mêmes solutions que nous. Donc, le joueur, il va trouver les solutions, trouver des choses. OK. Et à partir de 2 contre 2, on va rajouter un troisième joueur. OK, bon, bah, on a trouvé ça comme solution à deux. Comment on va le faire à 3, à 4, puis à 5? Mais dans le 2-2, ils ont déjà une vision globale de où je veux les amener. Tu comprends un peu Carrément, moi, le je truc? suis dans le même, je suis dans le même Voilà. moule. Je suis dans le même moule, Et, moi aussi, ap- j'aime bien faire le 5 contre 5 avant. et après, du coup, le travail individuel découle de ça. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, euh, au lieu de me battre avec un joueur pour qu'il comprenne que sur l'attaque du pick and roll, par exemple, dribble de recul pour attaquer le step out. Il y a un step out, au bout d'un moment, il va falloir que je recule avec mon dribble. Au lieu que je me batte pour qu'il comprenne quelle angulation je dois mettre avec mon épaule, mon corps, où je dois placer ma balle, etc. Parce que il n'a pas vécu la situation encore. Donc, il ne peut pas imaginer le défenseur. Donc, à 1 contre 0, je n'arriverai pas à lui amener une réponse qui soit euh, vraiment importante. 2 contre 2, step out comme des furieux, à la limite de la trappe. Le mec, il prend le step pleine tronche. Bah, mon grand, maintenant, on trouve une solution. Ah ouais, il faut que je recule, il faut que, voilà, désaxe ta tête, prends des informations, parce que quand même, je veux que tu regardes ton code. Et là, techniquement, le joueur, on va le construire. Et une fois qu'il a compris comment il devait faire son dribble de recul, positionner sa tête, positionner son corps en fonction de ses affects, de sa morphologie. C'est un grand joueur, c'est un joueur de petite taille. Euh, voilà, il aime plutôt courir, il aime plutôt être sur des slides, sur le dribble de recul. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Par contre, c'est sa réponse technique. Et une fois qu'il a trouvé sa réponse technique dans la situation globale, là, 1 contre 0, regarde, il y a le pick and roll. Rappelle-toi la situation qu'on a vue hier soir ou qu'on a vue ce matin. Tu as pris le step. Rappelle-toi qu'est-ce que tu as trouvé comme solution. Je veux que tu répètes cette solution-là. Et là, par contre, on va répéter, 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 répéter. Et ça devient le travail de gamme que je t'expliquais tout à l'heure. Mais avant que ça soit une gamme, je veux que le joueur l'ait vécu dans la situation globale. C'est très important pour moi. Voilà. Ok. Donc, je Alors, pars du 5-5 et je descends. eh ben, nickel, parce que je trouve que ça donne plus de sens de jouer dans le 5-5 tout de suite. Mm.
Je suis assez d'accord Je avec trouve toi. aussi. Je suis assez d'accord avec toi. La limite de ça, attention, je repositionne là, je suis un entraîneur de centre de formation avec des joueurs enfin, aguerris techniquement, tactiquement, qui ont un passé, qui ont un vécu, qui ont. Si j'avais des tout petits, je partirais pas de la situation de 5-5 qui est beaucoup trop complexe. Mais je partirais de l'opposition quand même. Le 2 contre 2, le 3 contre 3, le 4-4 chez les Benjamins peut-être. J'adore le 4-4. Moi, je fais énormément de 4-4. Euh, pour moi, par exemple, un contre un, 2 contre 2, presque 3 contre 3, c'est du travail technique. 4 contre 4, 5 contre 5, c'est du travail tactique. Pour moi, le 2 contre 2, je passe énormément de temps sur un contre un, 2 contre 2, 4-4. C'est mes trois. Parce que pour moi, le jeu à 3, il manque pas mal de continuité du haut niveau. Euh, donc, voilà, un contre un, 2 contre 2, c'est de la technique pure. On est sur le geste technique, avec une prise d'information, mais on est sur le geste technique. 4 contre 4, voilà. On passe un petit peu à un autre niveau et il y a beaucoup plus d'informations et de tactiques à prendre en compte. Mais je passe énormément de temps, 5-5, 4-4, 2-2, un contre un. Voilà, c'est les situations que j'utilise beaucoup. Mon cahier, mon cahier d'entraînement est très simple. J'ai pas beaucoup d'exercices. Mais par contre, énormément de 1 contre 1, énormément de 2 contre 2. Justement, Voilà. tu abordes les exercices. Est-ce que les pros exécutent les mêmes exercices? Alors, les pros, les esports, le centre de formation, hein, exécutent les mêmes exercices que, par exemple, des jeunes U15 ou U18. Alors, on enlève, enfin, on va dire que les notions en U15, U13 avant, elles sont pas, c'est pas forcément les mêmes Mm. que qu'on va retrouver après. Mais est-ce que dans la trame, on a la même idée, Ouais. les mêmes choses? Alors, moi, j'ai eu la chance d'entraîner les sélections de la Loire en U13. J'ai eu 3 générations, les 98 où j'étais assistant, les 2000 et les 2002 où j'étais numéro un. Euh, J'entraînais comme j'entraîne sur le centre de formation. Euh, et si tu veux, euh, quand je prépare un entraînement, je suis tout le temps en train de me poser la question, quelle situation d'opposition je peux mettre en place pour avoir la réponse technique que je veux. Je prends un exemple. Travail de finition. On veut travailler finition joueur extérieur, par exemple. Ok. Ok. Eh ben, euh, je vais faire un joueur avec la balle ici, un joueur ici sans la balle. Ok. Je remonte, tout le monde voit là, c'est bon. Ouais. Je Ouais, remonte là, super. pleine vitesse, end off, et lui, il va aller attaquer et finir de ce côté du panier. OK? Ce qui représente voilà, une attaque derrière un end-off, un attrapé-joué, peu importe. Lui, à la sortie du end-off, il va rester à côté du défenseur, de l'attaquant, pardon, et il va être défenseur complice. C'est-à-dire que je vais moduler mon intensité en fonction de qui j'ai en face de moi. Et plus le mec est fort en face de moi, plus je peux défendre et être proche de la situation de référence. Plus on avance dans le temps, ben, plus on va se rapprocher du 1 contre 1 normal. Derrière, voilà. Mais tu vois, cette situation-là, je la fais avec les pros. Parce qu'avec les pros, des fois, je travaille sur le travail individuel. C'est une situation que j'ai fait en U13 avec mes sélections, que je refais avec le groupe professionnel. Donc, pour moi, on peut très bien entraîner exactement de la même façon. Après, c'est le niveau d'intensité, le niveau d'exigence, le niveau de. Par exemple, ce qui va m'intéresser là-dessus, souvent, on a le problème des gamins dans le double pas qui font voyager la balle. Ouais, carrément, ouais. Et ben, voilà, je vais dire à mon défenseur, au lieu de lutter contre le gamin, ne fais pas voyager ta balle, ne fais pas voyager ta balle, ne fais pas voyager ta balle. OK. Qu'est-ce que je veux, moi, entraîneur? Je veux que mon gamin, il arrête de voyager, de faire voyager la balle. Comment je fais pour qu'il arrête ça? Bah, je mets un défenseur qui, chaque fois qu'il va faire voyager la balle, va lui Juste. attraper la balle. Mm. Au bout d'un moment, le gamin, il n'est pas bête. Hein. Bah, tu veux marquer, trouve des solutions. Ballon sur le côté, jeu des axes, etc. Après, il la met à l'épaule, il la met un peu plus basse, il la tient à 2 mains. J'en ai rien à faire. Il s'approprie sa technique. Tant que ça rentre dans le règlement, il n'y a pas marché, il n'y a pas reprise de dribble, voilà, le cadre juridique de notre sport, on va dire. Tant qu'il peut le faire à pleine intensité, à pleine vitesse, et que ce ne sera pas limitant pour lui plus tard, fait. Voilà, fait. La position du petit doigt, du machin, j'en ai rien à carrer. Parce que la réalité, c'est que les morphotypes sont tellement différents. L'avance, nous, dans la formation, la maturité est tellement différente. Je vais travailler, casser la tête à des joueurs techniquement, alors qu'ils ne sont déjà pas en maîtrise de leur segment.
et que Ouais. la maîtrise de leur segment va changer. Donc, leur schéma corporel va changer. Et je leur demande d'être exigeants techniquement sur la position du petit boa, la position du machin. Non. Oui, il y a des gammes. Sur les gammes, on est intransigeant. Le tir extérieur, la mécanique, pas de problème. Mais par exemple, quand on sait qu'un tir, un joueur à haut niveau ne tire jamais deux fois de la même manière. Et nous, on enferme les gamins dans une mécanique de tir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je suis pas très techniciste. J'essaye d'aider les joueurs à trouver leur technique. Et une fois qu'ils ont trouvé leur technique, là, par contre, on va leur répéter cette technique-là. Donc, je structure un environnement pour faire naître les, 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 les choses techniques. Voilà. Je sais plus ce qui était ta question. Ah oui, est-ce qu'on entraîne les pros ou les petits de Si la ce que même tu façon? entraînes pareil de Voilà. pro et de pro en Ouais. solo. Et du coup, oui, j'entraîne, je peux retrouver exactement les mêmes situations. Ce qui va varier, c'est le degré d'intervention de la défense. Par exemple, j'aime bien, chez les petits, faire des 1 contre 1 avec le défenseur qui a un ballon. Je mets un ballon au défenseur. Donc, je vais limiter tout l'impact, toute l'utilisation des bras, sa capacité à aller chercher la balle, etc. Le gamin en attaque, ça va être rigolo. Au début, l'autre, il va aller le pousser avec le ballon. C'est plus facile de me mettre, moi, en opposition face à un ballon que face à un corps quand je suis petit. Donc, ça va me permettre Clairement, ouais. d'appréhender le contact, etc. Mais cette situation-là, en échauffement, je peux très bien la faire avec les pros. C'est un peu ludique, c'est rigolo. Les pros, ils vont se toucher, ils vont se pousser, ça les fait rire, voilà. Ce que je vais demander, par contre, c'est le degré d'intensité qui varie, le degré d'intervention de la défense. Mais dans ma façon de voir les choses et dans ma façon d'entraîner, j'entraînerai des U11, des U13 de la même manière que j'entraîne mon centre de formation. Eh ben, c'est cool, c'est une réponse intéressante que tu nous apportes. Comment tu abordes le pick and roll? Alors, tu joues beaucoup sur du pick and roll, Ouais. dans ce que tu nous as exposé auparavant, mais quels skills tu vas mettre en avant essentiellement? Alors, souvent, on a tendance à parler des skills des arrières ou des ailiers qui prennent les écrans, et on a moins tendance à se focus sur les grands qui doivent rouler, ou en tout cas proposer des solutions à la suite Ouais. de l'écran. Donc, Mmh. tu peux faire les deux ou simplement faire un focus sur les grands ou que sur les autres, Alors, selon ta manière de voir les choses. dans ma manière de voir les choses, si on pousse le concept des skills autour du pick and roll, bah, je vais mettre les gamins dans des situations aménagées autour du pick and roll pour qu'ils trouvent leurs réponses et leurs skills. Par contre, il y a des grands trucs sur lesquels, pour moi, il est très important. Un, la, la faculté à jouer avec la balle dans les différents cylindres. Proche de moi, petit cylindre, donc je suis capable de dribbler proche de moi, mais je suis aussi capable d'aller dribbler loin de moi, donc de jouer dans mon grand cylindre. Ça, c'est une chose qui m'intéresse énormément, quels que soient les skills après qu'on développe autour. La deuxième chose, c'est la capacité à désaxer. Désaxer mes passes, désaxer mon dribble, désaxer les choses. Ok, de ne pas jouer que dans l'axe du corps. Être capable d'aller chercher différents angles. Ça m'intéresse. Désaxer ma tête du reste de mon corps pour prendre des informations. Parce que dans le pick and roll, en fonction de la défense, mon corps, il va pas du tout le temps être orienté vers le panier. Par contre, ma tête, elle doit toujours être orientée vers le panier. Toujours, 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 toujours. Pour pouvoir prendre des informations de ce qui se passe. Donc, ça va être la capacité à désaxer tête-épaule. Primordial. Euh, Avoir suffisamment de dextérité pour pouvoir dégager mon attention du ballon. Ça aussi, ça va être primordial. Parce que si déjà je suis comme ça, eh ben, je peux pas prendre d'informations. Et le pick and roll, pour moi, c'est de la prise d'info. Donc, quels que soient les skills que je vais développer, je vais toujours essayer de me centrer sur ces choses-là, pour les arrières. Mais c'est vrai aussi pour les grands. Les grands, il y a un problème de motricité en plus. La capacité à sprinter, m'arrêter, sprinter. Primordial. Sprinter, un bon arrêt, un contact, resprinter. Ma capacité à varier les angles d'écran en fonction de la défense. Est-ce que le pick and roll, il est haut, le défenseur, il veut passer plus dessous. Mon pick, il va être peut-être plus à plat. Est-ce que est-ce que est-ce que je suis face à une protection basse? Je vais porter, est-ce que le joueur veut suivre le porteur de balle? Donc, je vais porter mon écran un petit peu plus haut pour augmenter le trajet au lieu d'encadrer simplement
son épaule au niveau de mon buste, et ben peut-être que je vais monter un tout petit peu mon écran s'il veut passer au-dessus. Parce que ça va augmenter la course du défenseur. Et mon écran sera de meilleure qualité. Si la défense, elle est basse, je vais tenir mon écran. Si la défense, elle est haute, agressive, je vais être plus dans toucher, partir pour créer des surnombres. Parce que la défense, en sortant, en attaquant la balle, elle crée elle-même un surnombre. Donc, on va essayer d'aller exploiter ce surnombre le plus vite possible. Ma qualité d'ouverture, je n'ouvre pas. Pareil, si je cherche le short roll, si je cherche le roll, si euh, si c'est un step out, si c'est un contain, je n'ouvre pas du tout de la même façon, pas dans les mêmes espaces, tu vois. Donc on va être beaucoup sur ces aspects-là. Après, comment je le développe euh, par la situation globale, beaucoup après 2 contre 2, et après dans le travail individuel, j'ai un peu à l'image de ce que ce que je présente depuis tout à l'heure. Il y a un exercice que j'aime bien. Je mets le rack à ballon ici, ok. Je mets attaquant, défenseur, et au début le défenseur, je lui mets un ballon aussi, ok. Et je dis par Mhm. exemple au défenseur, tu n'as pas le droit de passer 2 fois de suite au-dessous du pick and roll, au-dessous du rack. Mhm. Donc chez l'attaquant, je vais travailler mon attaquant s'il passe ici, lui il va passer là. Donc, je vais travailler sur le fait d'arriver à amener proche du rack. Donc, tout le travail avant le pick and roll. OK? Après, je vais habituer mon attaquant à jouer avec le défenseur. Est-ce qu'il passe dessous? Est-ce qu'il me suit? S'il passe dessous, si j'ai compris la règle que je reprends le pic, bah, il va être obligé de passer dessus. C'est peut-être un avantage pour moi. Donc là, mine de rien, je viens de créer dans leur esprit pic-repic. Ouais, carrément, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, ouais. Pic-repic. Donc, voilà. Après, je peux jouer le même exercice avec un défenseur qui peut intervenir en dessus des 3 points et des lancers francs. Donc, dans cet espace-là, il peut intervenir ici, lui, et mettre un deuxième intérieur dans la raquette qui, lui, ne peut intervenir que dans la raquette. Donc, 2 niveaux de lecture. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me suit, donc je peux être agressif. Sauf que j'ai lui qui va monter. Lui, il monte pas, je peux peut-être tirer ici, ou je peux peut-être tirer là si lui, il est dans le rack. Lui, il monte, et ben, il va falloir que je l'agresse de ce côté, et ainsi de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Carrément, Donc, ouais. voilà, je crée des situations d'opposition comme ça qui me permettent de développer. Et après, à l'intérieur de ça, c'est ce que je te disais, désaxe ta tête, désaxe ton ballon, protège ta balle, oriente tes épaules, regarde ton panier, prends des informations sur la cible. Mais jamais dribble comme ça, dribble comme ça, dribble. Non, ça, c'est à eux de le trouver. Moi, je suis là pour construire une situation et leur donner les axes, les fondamentaux, ce que nous on appelle les fondamentaux. Et après, c'est à eux, à l'intérieur de ça, de trouver leurs skills. Tu vois. Et une fois qu'ils ont trouvé leurs skills et leurs spécificités, là, on va les travailler après vraiment de manière un peu plus particulière. Voilà. Voilà un Super, petit peu comment on travaille. super. Est-ce que tu as un conseil, un petit conseil offensif pour être efficace? Alors, on va donner le petit conseil pour les joueurs et le petit conseil pour l'entraîneur. Ouais. Pour les joueurs, mettez des paniers. C'est Mettez un des bon paniers. conseil. C'est un super conseil. Voilà. Mettez des paniers. Donc, développez votre faculté à mettre des paniers. Et mettez des paniers là où vous pouvez mettre des paniers. C'est plutôt ça mon conseil. Euh, le mec de 2 m 10 qui peut pas tirer à 3 points et qui passe son temps à tirer à 3 points, ça m'agace. Voilà. Tu fais 2 m 10, t'es au-dessus de tout le monde, viens dans la raquette, mets des paniers là. Là, tu vas gagner de l'argent et tu vas faire une carrière. Si tu veux passer ton temps à être Stephen Curry, pas d'intérêt. Donc, je dirais ça. Mettez des paniers là où vous êtes fort et là où vous êtes, entre guillemets, fait pour être des paniers. Et puis, pour les coachs, allez, je vais être provocateur, c'est lâcher votre manette de PlayStation. Dans le sens où accepter de perdre le contrôle. Accepter de rendre le jeu aux joueurs. Accepter d'accompagner les joueurs à prendre leurs décisions. Voilà. J'essaye. C'est dur des fois, hein. Même moi, des fois, j'ai envie de contrôler les choses parce que ça me sécurise. J'ai l'impression que mon métier, comment dire, quand j'ai l'impression de contrôler les choses, j'ai l'impression d'être un bon coach parce que voilà, je contrôle mon équipe. Non, dépassez ça.
Voilà, apprenez à vos joueurs à être autonomes, à rendre un petit peu le jeu aux joueurs. Voilà, je dirais ça. En toute humilité, hein, parce que j'estime ne pas non plus avoir de conseils à donner à grand monde. Voilà. Non, mais carrément, comme la question était posée, justement, c'est très bien que tu Ouais. répondes avec ce franc-parler et cette hyper bonne vision des choses. Avant de terminer, justement, est-ce que tu as des anecdotes, une anecdote, des réussites qui t'ont marqué, justement, parce que grâce au travail que tu as fourni sur l'attaque, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais des sorties de temps mort. Souvent, on se regarde quand on a plusieurs coachs sur un banc ou même ailleurs. Tu vois, tu sors du temps mort, tu mets un truc en place sur le temps mort et tu marques. Et là, on se dit, ouais, bon temps mort, tu vois. Mais peut-être ça peut être quelque chose comme ça ou pas du tout. Peut-être que c'est le travail fourni tout au long de l'année qui te Hum, permet d'avoir des réussites ou des choses qui te plaisent. Alors, une anecdote, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais euh, j'ai eu la chance de travailler dans 2 centres de formation, à la Chorale de Roanne et au Mans, et sans jugement de valeur. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur dans ce que je vais dire. Et les 2 centres de formation dans lesquels je suis arrivé, ils étaient une autre conception offensive que la mienne. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais une autre façon de faire, beaucoup plus fermée, beaucoup plus dirigiste, on va dire. Euh, et euh, moi, je suis arrivé avec un petit peu ma conception des choses, ma philosophie, et euh, à Rouen, j'estime qu'on est arrivé à maturité de ce que je voulais, où je me disais, bon, là, on commence vraiment à être en maîtrise de ce que je veux sur la 5e saison. Voilà. Ça a mis 5 ans. Et puis après, je suis parti. C'est ma 5e saison au Mans. On est meilleure attaque du championnat. Pour le moment, sur le début de championnat. Et je me dis, putain, ça commence à ressembler à ce que je veux. Et c'est ma 5e saison au Mans. Donc, tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, c'est un travail de long, très très long. Cette volonté de rendre les joueurs indépendants, voilà, dans les 2 situations, c'est rigolo, ça a pris à peu près le même En temps. même temps, ouais. Voilà, donc ouais, donc j'ai eu la chance dans les 2 cas d'avoir des dirigeants qui croyaient au projet et qui m'ont laissé faire. Mais voilà, ça prend les 2 cas. Et dans les deux équipes, le, là où je me dis, putain, je commence à vraiment avoir un truc intéressant, c'est par exemple ce qui s'est passé ce week-end là. J'ai un de mes joueurs qui a mis 32 points, 8 sur 10 à 3 points, 39 déval en 22 minutes, je crois. Et naturellement, sans que je dise quoi que ce soit, mes meneurs de jeu et toute l'équipe a travaillé pour que ce mec-là tire. Donc, appel des bons plays. À l'intérieur de notre motion, recherche du joueur. Recherche des situations où on sait qu'on va le trouver. Et ça, en complète autonomie. Et là, je me dis, Ouais. OK, là, il y a tout ce que je veux. Acceptation qu'un joueur performe. Acceptation que l'individu, à un moment donné, il est mis en valeur. Parce que c'est dans la hiérarchie de mon groupe, c'est pas celui qui est numéro 1 offensif qui a fait le carton. Tu vois, c'est plutôt un mec sorti de banc, un peu 6 7e homme. Donc, acceptation des cadres de ça. Donc là, je me dis que voilà, la cohésion au sein de l'équipe, elle est hyper intéressante. Autonomie de mes meneurs de jeu pour se dire, OK, là, je peux annoncer tel play. Là, je peux annoncer tel play. Et on va chercher ça. Par exemple, on a sur un de nos plays, qui est un play long, on joue pour lui sur le dernier temps fort du play. Et ben, systématiquement, mes meneurs, alors qu'eux retrouvent la balle avant et ont des situations pour lui, pour eux, ont refusé de jouer les situations pour eux pour aller chercher le temps d'après. Et pour le mec. Et là, je me dis, OK, voilà, là, on a avancé. Là, les mecs, ils ont compris ce que je veux, ce qu'on veut, où on veut aller collectivement. Tu vois. Donc voilà, ça serait ces anecdotes-là, c'est de dire, ça prend un temps fou. Dans les 2 cas, c'est à peu près 5 saisons, ce qui représente un cycle complet de 3 années de 18, 2 années d'espoir. Voilà. Donc Mhm. c'est quand même un temps long.
Et dans les deux cas, ce qui m'a sauté à la figure je me dis, putain, on est proche de ce que je veux, c'est l'autonomie de décision. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris du temps pour évoquer ce ce vaste sujet qui est rempli qui est rempli de choses et de visions. Merci à toi en tout cas. La vidéo donc De rien, merci à vous. sera en ligne en fin de semaine. Et en tout cas, pour ceux qui nous ont regardés, allez sur YouTube, venez voir cette vidéo qui est hyper intéressante et continuez de regarder nos vidéos, c'est vraiment cool. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi et puis merci d'avoir pensé à moi. Voilà, c'est toujours une forme de reconnaissance qui est parfois plaisante. Donc merci d'avoir pensé à moi et puis j'espère que j'aurais pu amener quelques interrogations à certains. Voilà. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Et à très bientôt, en tout cas sur notre YouTube Merci, et sur Instagram dès mardi avec Marie-Ève Pagé à 18h30. Merci à tous, bonne merci. journée.